passé, je ne l'ai pas reçu. Vous pouvez m'envoyer juste votre fichier PDF, comme ça j'ai ça dans mes archives. Nous, on vous l'avons envoyé hier, monsieur. Ah, parfait. On vous écoute. Du coup, les CCPT que nous avons dû étudier se trouvaient à Rotterdam, ouais, dans le nord-ouest. Ils se situaient plus ou à l'échangeur, c'est décembre, ouais, à l'échangeur entre la N209 et la 13. Du coup, on peut le voir sur la photo ici. Du coup, on est par... Donc la première couche, on va de 0 à plus ou moins 3,5 mètres. En bleu, on voit que c'est le QC et à droite, en vert, on voit que c'est le RF. Donc le RF est plus ou moins constant, il vaut plus ou moins 1. Et le QC varie de 0 à plus ou moins 12, à plus ou moins ouais, 14. Donc là, du sable moyen à compact. Donc la cohésion vaut 0, l'angle de frottement au fil vaut entre 27 à 30 degrés. La densité humide vaut 19 kN par mètre cube. La densité sèche vaut 17 kN par mètre cube. Et la perméabilité 10-6. Donc le second, on voit que le RF augmente pas mal, il va jusqu'à plus ou moins 10. Et le QC est relativement bas, il vaut plus ou moins 1. Et du coup, on voit que c'est de la tourbe. En allant chercher dans les tableaux, on obtient les constants, enfin la cohésion, le phi, etc. Donc, après, on a une couche ici de limon sableux mou qui va de moins 5,5 m à 10,5 m. Donc, on peut voir qu'on a un QC de constant de 0,5 et un friction ratio qui varie de 1 à 3%. Donc, on a une cohésion de 10, un phi de 25 et on a une densité humide qui est égale à la densité sèche, une perméabilité de 10-7. Ensuite, l'autre couche qu'on a déterminée, c'est en sable limoneux-lâche. Donc, on peut voir que le RF, lui, est constant et vaut plus ou moins 1%. Et on peut voir que le QC varie de 4 à 8 mégapascales. Donc, on a une cohésion nulle, comme c'est en sable. On a un angle de frottement de 25 degrés, une densité humide de 18, une densité sèche de 16 et une perméabilité de 10 exposant moins 7. La couche suivante, donc de moins 12,5 à 17,5, c'est en limon sableux qui va passer de assez raide à raide plus bas. Donc on a une cohésion de 20 à 30 en fonction de si on est assez raide ou raide, un angle de frottement de 25, une densité humide qui est égale à la densité sèche et qui vaut 18, et une perméabilité qui va de 10-7 à 10-8. Ensuite, ici, on peut voir qu'on a une grande couche de sable qui va de moins 17,5 mètres à moins 33 mètres. Donc, on a un sable qui passe de assez lâche à très compact dans le fond. Donc, la cohésion toujours nulle étant donné que c'est en sable. Un angle de frottement qui va de 27 à 35 degrés. La densité humide, elle, va varier de 18 à 20 en fonction de si c'est lâche ou très compact. La densité sèche, elle va varier de 16 à 19 et on va avoir une perméabilité de l'ordre de 10-6. Et puis on peut voir ici notre dernière couche, donc au-delà de moins 33 mètres. Ici, on a déterminé que c'était donc une argile sableuse raide. On a un C qui vaut 100, un angle de frottement qui vaut 22. Et on a la densité humide qui est égale à la densité sèche, comme celle de l'argile, et qui vaut 19 kN par mètre cube. Et on a une perméabilité qui va de l'ordre de 10-7 à 10-6, 10-10, pardon. Ok, très bien. Maintenant, si vous montez un petit peu, vous regardez en général, qu'est-ce que vous voyez ici? On est à Rotterdam. Qu'est-ce qui est un petit peu le contexte géologique général que vous avez ici? Ben, ici, on peut voir que dans la première couche, on a du sable, puis on va avoir une couche de tourbe. Là, il faudra bien faire attention parce qu'elle tasse sous son propre poids, donc même sans chargement. Puis on va avoir une couche de limon, essentiellement après du sable, et puis de l'argile en dessous du sable. Ok. Donc, on est à Rotterdam, en Hollande. Première chose, il n'y a pas de limon en Hollande. C'est de l'argile alors. Ça, c'est de l'argile, Ah, déjà l'argile molle. Quand c'est mou, quand vous me parlez de QC de l'ordre de 1 MPa, on est plutôt de l'ordre de 0,4-0,5 MPa. Donc, on est vraiment vraiment du sol très, 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 très mou.
D'accord. Ça veut dire que, en fait, si on regarde la géologie générale, qu'est-ce que l'on a? Déjà, ici, on voit qu'on est à -1, donc on est en dessous du niveau de la mer. On a en fait une couche supérieure de sable qui est un remblai. Mhm. Et puis en dessous, on a un sol très 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 mauvais. Et quand vous avez 0,4, 0,2, 0,3 MPa comme ça veut dire que si on enlève la couche de sable, vous ne savez pas marcher dessus. Hein. C'est de la boue. Vous vous enfoncez dedans. On ne sait pas rouler, on ne sait rien faire dedans. C'est vraiment... C'est du sol sans la moindre résistance. Et donc c'est typique de la Hollande. Donc en fait, au-dessus normalement on a de l'eau. Hein, habituellement, si on retourne avant la polymérisation, on avait le sol l'ordre de -3, -3,50. Et on avait de l'eau au-dessus, jusque 0. Et donc, en dessous, ce sont tous des dépôts qui viennent du delta, en fait, du delta de la Meuse et de l'Escaut qui se jettent à Rotterdam, qui passent par Rotterdam. Et donc, on a toutes ces couches vraiment extrêmement mauvaises. En dessous, on a la fameuse couche de sable dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois, où le niveau d'eau dans cette couche de sable est supérieur, hein, donc le niveau d'eau, si on met un piézomètre dedans, le niveau d'eau est supérieur au niveau du sol. Donc on va avoir un niveau d'eau ici qui est l'ordre de 0, et donc on a cette couche de sable dans laquelle on va avoir la nappe qui va être présente, et cette nappe est en connexion avec la mer. Et en dessous de ce niveau de sable, eh bien, on a, comme à Anvers avec l'argile de Baume, eh bien, on a une argile tertiaire. Et cette argile tertiaire à Rotterdam, on l'appelle l'argile de Kedigem. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un gros bâtiment à fonder, vous allez venir le fonder dans la couche de sable. Donc, très bon chose, entre -17 et -33. Vous avez vos pieux là-dedans. Et donc, vous allez fortement augmenter la contrainte dans le sol à ce niveau-là. Et donc, en augmentant la contrainte dans le sol à ce niveau-là, vous allez augmenter la contrainte, en fait, sur l'argile qui est en dessous. Et donc, vous allez avoir un tassement de votre bâtiment qui est dû au tassement de l'argile tertiaire qui est en dessous. De l'autre côté, si on monte au-dessus, on est à -1, on a une bonne couche de sable sur laquelle enfin, toutes les maisons à Rotterdam sont sur pieux, évidemment. Et comme on l'avait très bien dit, une couche de tourbe. Et une couche d'argile très, très, très faible. Ça veut dire que tout ce sol, ce sol va tasser tout seul, sans chargement. Donc toute la Hollande tasse. Et quand je dis tasser, c'est tasser. Je veux dire que elle perd, enfin, on tasse à peu près de 4 à 5 cm par 5 ans, quoi. Pratiquement 1 cm par an. Et donc, toutes vos maisons, tous vos bâtiments sont sur pieux. Eux, ils sont sur pieux qui va jusque dans le sable, donc ils tassent très peu. Et tous vos sols tassent. Donc, ça veut dire que si vous avez votre maison du côté de Rotterdam, eh bien, tous les 10 ans, pratiquement, vous pouvez rajouter une marche à vos escaliers, quoi, pour rentrer dans votre maison. Ou vous devez rajouter une couche de sol partout pour remonter votre jardin, pour qu'il soit plus ou moins au niveau où il était avant. Et donc, c'est ça vraiment le contexte géotechnique de Rotterdam. Et ce que je veux vous reteniez, donc c'est vraiment une argile tertiaire tout en dessous. Hein, on commence toujours par en bas normalement, l'argile tertiaire tout en dessous. Après, on a une bonne couche de sable dans laquelle on peut venir se fonder. Au-dessus, on a une couche de sable moyen, qui n'est pas si mauvaise que ça. Puis on a vraiment une couche, mais énorme. Hein, on parle ici de -3 à -10, donc une couche de 10 mètres, enfin de 7 mètres, mais qui va jusqu'à 10-12 mètres, de vraiment très, 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 très mauvais sol qui tasse tout seul. Et au-dessus de ce mauvais sol, on est venu mettre une couche de sable, en fait, juste pour pouvoir faire quelque chose, quoi. Pour pouvoir avoir une plateforme sur laquelle on peut se balader. Sinon, au point de vue paramètres de sol, c'était très bien, sauf le fait qu'il n'y a pas de limon en Hollande, donc c'est des argiles ou des argiles sableuses. D'accord. D'accord. Je vais partager mon écran. Donc, la semaine dernière et la semaine d'avant, on a regardé en détail tout ce qui était l'eau dans le sol. On a regardé toutes les techniques de rabattement. Et juste avant de finir le cours la semaine dernière, on avait fait un petit book-lap où je vous avais demandé quelles sont un petit peu pour vous, toutes les mesures que l'on peut prendre pour réduire les effets du rabattement. Et quelles étaient les principales choses qui sont venues? Ben, le principal, c'est une paroi étanche
qui soit une pale planche ou quelque chose. C'est clairement la première des solutions. Maintenant, si on regarde ça plus en détail, en fait, on a deux grands principes. Le premier grand principe, c'est qu'on va faire en sorte de réduire le rayon d'influence ou l'influence du rabattement sur ce qu'on a autour. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va faire ça en remettant l'eau qu'on a pompée. Donc, on a pompé de l'eau à un endroit, et donc on fait une dépression quelque part, on enlève de l'eau. Eh bien, cette eau, on va la réinjecter dans le sol plus loin pour remonter la nappe. Et l'autre grande famille, c'est ce que vous avez dit, on va faire des écrans étanches. Alors, ça peut être des écrans étanches qui vont fermer complètement l'enceinte, on va faire une enceinte fermée complète, totalement étanche, dans laquelle on va venir pomper, ou bien mettre des écrans étanches qui vont faire en sorte d'augmenter la perte de charge et de prévenir un rabattement. Pour pouvoir fermer complètement ma surface, il faut aussi que j'ai une barrière horizontale. Donc je vais mettre des parois étranges qui vont pratiquement être des barrières verticales. Je dois avoir quelque part une barrière horizontale. Cette barrière horizontale, elle peut être soit naturelle, si j'ai une couche comme en Hollande, une couche d'argile ou une couche une couche à calimon qui est très peu perméable, ou bien je vais mettre une couche horizontale artificielle. Et donc voilà, deux grandes familles. On va réduire l'influence en remettant de l'eau à l'endroit où on veut qu'il y ait moins d'influence, ou on va mettre des écrans pour rendre notre fouille étanche. Les puits de réinjection, c'est très à la mode pour le moment. Donc le principe est assez simple. On va prendre l'eau dans le puits et on va forer à une distance plus ou moins 40-50 mètres, on va forer un puits de rechargement. Et on va recharger l'eau à cet endroit-là avec un delta avènement, une pression plus élevée que le niveau phréatique, tel que je vais avoir une remontée de nappe. Donc, j'ai ma nappe horizontale ici, qui est la nappe initiale. En pointillé, j'ai le rabattement si je ne prenais aucune mesure. Et puis, ici, j'ai la nappe avec le rechargement de nappe. Évidemment, si je suis trop près, je vais tourner en boucle. Je vais pomper de l'eau, que je vais réinjecter dans le sol, que je vais repomper, que je vais réinjecter dans le sol. Donc, premier principe qui marche pas du tout. On va réinjecter l'eau dans la nappe. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux cibler du coup la position de mes puits de réinjection. Donc, ça veut dire que on va voir ça sur les slides suivants, je vais choisir où je mets mes puits de réinjection pour protéger les bâtiments qui sont sensibles. Même principe ici. Donc, je vais avoir un rabattement que je recherche, je pompe et je vais recharger de l'autre côté. Un des très gros avantages aujourd'hui de ce rechargement, c'est que la législation en Belgique et même dans beaucoup de pays européens fait en sorte que je dois payer pour chaque litre que je remets dans l'égouttage. Donc, je pompe de l'eau. Si je veux m'en débarrasser et la mettre dans mon système d'égouttage, eh bien, je vais payer à la commune ou à l'organisme qui s'occupe des égoutages, je vais payer par mètre cube une certaine somme. Si je vais recharger l'eau dans le terrain, évidemment, je ne vais pas devoir payer cette somme. Comme j'ai dit, on va toujours faire en sorte d'être à une certaine distance, sinon on va tourner en rond. On va repomper l'eau que l'on a pompée. Mais si on regarde réellement, ici on a fait un petit dessin avec une petite simulation avec 50 mètres. Si on réinjecte à partir de ce niveau-ci, eh bien, on voit que la nappe au niveau du puits, eh bien, elle est plus élevée que la nappe initiale. Donc, je vais quand même devoir pomper plus que ce que je l'aurais pompé si je n'avais pas mis de puits de réinfiltration. Les puits de réinfiltration, c'est le même principe que les puits normaux. Donc, je vais de nouveau avoir ici ma conduite principale avec mes puits de réinfiltration qui sont du même type que les puits que j'ai mis en place pour pomper et pour abattre ma nappe. Donc, première grande famille, les puits de réinjection. À retenir,
c'est très à la mode aujourd'hui, je réinjecte l'eau que j'ai pompée, je la réinjecte dans le sol, donc je ne dois pas payer pour m'en débarrasser. Je peux faire ça assez finement, ça veut dire que si j'ai un ouvrage qui est très sensible, bien, je peux mettre des puits de réinjection tout près pour faire en sorte que cet ouvrage soit mieux protégé. Et je dois toujours faire en sorte qu'il y ait une distance suffisante entre mes puits où je pompe et mes puits de réinjection, sinon je vais tourner en boucle et reprendre l'eau que je viens de pomper. L'autre grande famille, mettre un écran étanche. Alors je peux avoir différents types d'écrans étanches. Je peux avoir un écran étanche qui est un pur écran, et donc ça veut dire qu'il n'a aucune fonction de retenue de terre. Et je vais, si j'ai une couche imperméable quelque part, je vais le mettre jusqu'à la couche imperméable. Comme ça, j'ai vraiment un système qui est totalement étanche. Je peux avoir un écran étanche qui, lui, ne va pas jusqu'à une couche intermédiaire, une couche imperméable. Et donc, je vais avoir mon écran étanche ici qui ne fait pas de retenue de terre, mais qui fait une barrière hydraulique et donc qui augmente ma perte de charge. Et donc, je vais devoir quand même pomper à l'intérieur avec un système de rabattement classique. Je peux avoir l'écran étanche qui retient mes terres jusqu'à dans une couche étanche, ou bien la même chose, un écran étanche qui retient les terres, mais qui ne va pas jusqu'à une couche étanche. Donc en gros, j'ai quatre solutions. Quelles sont les grosses différences? C'est un peu en fonction des différentes techniques que je vais utiliser. Vous avez ce qu'on appelle un écran bentonite ciment, c'est-à-dire qu'on fait une tranchée. Dans cette tranchée, au lieu de mettre du béton, on va mettre de la bentonite, donc de la boue bentonitique qui va être mélangée avec du ciment, et on va comme ça créer une tranchée étanche et une paroi étanche dans le sol. Cette paroi, ce n'est pas du béton, elle peut être armée avec des profilés ou bien on peut mettre des pales planches dedans, mais en gros c'est juste un écran étanche et donc elle n'est pas capable de reprendre quoi que ce soit comme pression de terre. Une pale planche, elle a une capacité en flexion, donc elle peut reprendre mes terres. Le gros avantage de la pale planche aussi, c'est que je vais la mettre et puis je vais pouvoir la retirer. Et donc en la retirant, je vais pouvoir la revendre et donc j'aurai un coût qui sera moins important. Je peux mettre une paroi moulée. Et évidemment, une paroi moulée, là, ça va me coûter très cher. Donc le plus souvent, je vais utiliser aussi comme système de soutènement. Des pieux sécants. Même principe que les parois moulées, je vais les mettre en place et puis ils vont servir comme système de soutènement aussi. L'autre système qui existe de plus en plus aujourd'hui sont les injections. Alors je peux injecter, le plus souvent, on va injecter des polymères. Donc, c'est-à-dire des produits chimiques qui vont venir remplir mes pores et qui vont rendre une paroi étanche. Ou bien, on va injecter des mousses polyuréthane qui vont aussi remplir tous mes pores et qui vont créer une paroi étanche. C'est clairement un système qui est incapable de reprendre des efforts et donc, le plus souvent, on ne va pas avoir, on ne va pas avoir de possibilité de retenue de terre. Autre type qui n'est pas cité ici, c'est tout ce qui est les sols mix. Donc, le sol mix, c'est un petit peu le même principe qu'un système bentonite ciment. Donc, on va mélanger le sol en place avec du ciment et ce complexe va être plus ou moins étanche. Et dernier principe écran étanche, c'est tout ce qui est les congélations de sol. Ça coûte extrêmement cher et c'est utilisé vraiment dans les cas, je veux dire, rares ou bien quand on a un risque d'accident. Donc, quand on a une fuite, par exemple, qui n'était pas prévue, et bien on va venir congeler le sol et des choses comme ça. Sinon, dans la plupart des cas, on va éviter le plus souvent de congeler le sol. Pour deux raisons. C'est que point de vue mobilisation, c'est beaucoup de choses. Donc, il faut chaque fois mettre les tuyaux qui transportent le fluide frigorifique dans le sol. Donc, pour une mobilisation d'équipement, c'est important. Point de vue nécessité en énergie, il faut énormément d'énergie pour refroidir tout ce fluide et le mettre et congeler le sol. Donc, écologiquement, c'est problématique. Mise en place, c'est problématique. Et donc, c'est un système qui coûte très cher, donc qu'on va utiliser le moins possible. Quand on a un écran étanche, qu'est-ce qu'il va faire qui n'est pas étanche? La première chose, le plus souvent, c'est qu'on va avoir des fuites au niveau des joints. Les joints sont toujours
un problème, un système, comment dire, un point de faiblesse dans notre système. Je vais l'avoir, si j'ai des pales-plans, je vais avoir les problèmes aux griffes. Si j'ai des pieux sécants, je vais avoir des problèmes entre deux pieux sécants. Si j'ai une paroi moulée, je vais avoir des problèmes au joint entre deux parois. Donc, vraiment, le joint est la première chose. Deuxième chose, c'est si je vais jusqu'à une couche étanche, est-ce que cette couche étanche est continue? Plusieurs moments où je vais avoir cette couche étanche qui n'est pas bien définie, qui n'est pas continue, et donc je vais avoir des venues d'eau par en dessous à travers cette couche étanche. Et la troisième chose, ce sont des problèmes d'exécution. Hein, j'ai mes pieux sécants, par exemple, eh bien, s'ils ne sont pas parfaitement sécants, parfaitement verticaux, eh bien, je vais avoir un trou entre les deux. Je vais lancer une petite question par rapport aux polymères. Les polymères et le problème écologique, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on ferme un petit peu les yeux dessus, mais c'est clair que pour moi, il y a un problème quand même, un problème écologique à mettre tous ces produits chimiques quelque part dans le sol. Alors, soit on va venir excaver après et on enlève tous ces produits, soit ils restent là et on dit que c'est un terrain privé qui ne bouge pas et donc la pollution, entre guillemets, est définie et connue. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui est problématique. Si on revient maintenant à mes fuites, et donc ici, on a un exemple avec une couche étanche et une paroi étanche qu'on va venir ficher dans la couche étanche. Ce qui est important sur ce slide, c'est de voir qu'un petit trou en dessous, une petite fenêtre en dessous, laisse passer énormément de débit. Et donc, si on a le petit tableau ici qui est assez important, hein, donc si on a ici la hauteur et pas les deux hauteurs, si on ferme complètement la fenêtre, on a 100% du débit qui est stoppé. Si on ferme que le 90% de la fenêtre, je n'ai plus que 64% du débit qui est arrêté. Donc j'ai 36% du débit qui passe. Donc, une toute petite imperfection ou un problème d'exécution ou le fait que l'on n'ait pas bien identifié la couche étanche et que du coup l'écran s'arrête au-dessus de la couche étanche, pose directement un problème, implique directement des débits très importants ou en tout cas inattendus dans la fouille. Ce qui veut dire que c'est très important d'avoir suffisamment d'essais de sol pour pouvoir bien caractériser ma couche étanche, savoir où elle est, à quelle profondeur, vérifier qu'elle soit bien continue, et ainsi de suite. Donc, essai convenable, et on va toujours prendre une sécurité par rapport à l'enfoncement de la paroi dans la couche étanche. On a fait un gros chantier du côté de Liège, qui est l'écluse de l'année, où là, on avait des parois moulées qui venaient jusque dans la craie qui était étanche. Le client a demandé que le dernier coup de pelle, donc le coup de pelle au fond, soit sorti et mis sur le côté, donc ne soit pas directement évacué, pour vérifier que le dernier coup de pelle soit bien dans la craie et qu'on soit bien dans le sol étanche. On a l'enveloppe, mais alors aussi on peut avoir des fissures, hein, avoir une couche étanche qui n'est pas tout à fait continue. Et donc c'est le même principe que sur la part verticale. Dès que je vais avoir une lentille perméable, elle va amener beaucoup d'eau. Et donc c'est très important d'avoir, hein, comme je viens de répéter 2 fois, d'avoir suffisamment d'essais de sol pour être sûr de bien voir si j'ai des endroits de passage ou pas. Le plus souvent, ce qui peut arriver en Wallonie, c'est qu'on ait un sol rocheux réputé étanche, et au milieu de ce sol passe par exemple une petite faille. Et cette faille est remplie de matériaux qui sont beaucoup plus perméables et qui va laisser venir de l'eau. Si on est à Bruxelles et en Flandre, on va avoir une couche d'argile qui peut avoir à certains endroits une discontinuité et donc avoir une couche plus perméable à travers. Dans l'autre sens, je peux avoir des lentilles, par exemple de limon ou d'argile, qui sont un peu plic-ploc quelque part, et qui vont quand même donner quelque part une étanchéité. Et donc, je vais faire suffisamment d'essais. Ici, on parle principalement de CPTU. Comme ça, on va avoir
on va avoir vraiment toutes les données et les pressions d'eau pour pouvoir voir où sont mes lentilles. Et alors, je vais prendre une sécurité complémentaire par rapport à la longueur de ma fiche pour faire en sorte que je coupe un maximum de lentilles et que mon système soit étanche. On a vu des parois étanches verticales, donc j'ai ma fouille, en tout cas, j'ai fait en sorte qu'elle soit étanche dans son pourtour pour les venues horizontales. Par contre, ma couche imperméable est à très grande profondeur. Et donc, je vais vouloir poser un écran horizontal. Comment est-ce que l'on fait ça? On va d'abord construire les deux murs de l'enceinte. Donc, on va construire toute l'enceinte. Et puis, je vais venir, depuis la surface, injecter dans la partie inférieure un bloc. Alors, soit ça va être un gel. En néerlandais, on appelle ça du waterglass. Donc, c'est un gel qu'on va venir injecter ici et qui va remplir les pores et qui va rendre cette couche imperméable. Ou bien, je vais faire des colonnes de jet grouting. Donc, ça veut dire des injections de petites colonnes de ciment. Et voilà, ça va être les deux grandes techniques. Et donc, je vais mettre ça à une certaine profondeur pour pouvoir avoir une couche étanche. Je vais difficilement pouvoir tester ma couche étanche avant de faire mon rabattement. Donc ça, c'est aussi un petit problème. Hein. Donc j'injecte à très grande profondeur, mais j'ai très peu de systèmes pour vérifier, pour contrôler la couche étanche que j'ai mis en place. Donc on va prendre une sécurité complémentaire. Ça veut dire qu'on va, hein, par exemple, si on fait du jet grouting, ça veut dire qu'on va faire des injections ponctuelles qui vont faire des ronds, hein, entre guillemets, des colonnes. Eh bien, je vais faire en sorte que le séquentage de ces colonnes soit suffisant pour être sûr de ne pas avoir entre les colonnes un trou qui laisse passer mon eau. Dans le dimensionnement, je vais vouloir mettre ma fouille à sec. Et donc, j'ai une pression d'eau qui vient en dessous de ma couche étanche et qui pousse le bouchon vers le haut. Pour la stabiliser, j'ai le poids du sol qui est au-dessus. Et donc, si je rabats à l'intérieur de mon enceinte, le poids de mon sol, entre guillemets, va augmenter puisque je vais avoir ici le sol en contrainte totale, enfin en poids total, tandis qu'ici, je vais avoir mon sol déjaugé. Et donc, je vais jouer avec mon rabattement. De toute façon, je vais rabattre puisque je vais mobiliser un système de rabattement puisque je vais vider à l'intérieur. Et donc, je vais rabattre en dessous de mon niveau d'excavation pour pouvoir augmenter le poids qui agit sur ma couche étanche. De nouveau, point d'attention, on prend quelque part un risque ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais rabattre, mais si mon eau remonte, ma contrainte effective diminue, et donc mon bouchon va sauter. Et donc si j'ai une fuite, si j'ai des fuites qui font venir mon eau, qui pourraient faire venir mon eau, je dois faire en sorte que mon système de rabattement et mon système de monitoring de mon rabattement soient suffisamment précis et suffisamment suivis pour que s'il y a une remontée, je puisse agir directement. Une fois que j'ai excavé, je vais venir faire mon radier. Et alors, ces couches d'injection à grande profondeur, on ne les utilise pas, en tout cas, on ne les considère pas comme permanentes. Ça veut dire que je vais venir faire mon radier ici dans ma fouille. Je vais venir construire mon parking ou bien ma structure. Et mon radier, je vais le calculer pour la pression d'eau totale qui vient en dessous. Donc, sans tenir compte que j'ai une couche étanche que j'ai mis ici en place qui pourrait réduire les pressions sur mon radier. Si j'ai un problème, donc si je n'arrive pas à mettre cette couche étanche à une profondeur suffisante, je vais venir l'ancrer. Et donc je vais mettre soit des petits pieux, soit je vais mettre des éléments, des micro-pieux pour venir ancrer ma couche étanche. Si je suis un petit peu plus audacieux, je vais compter sur un effet d'arche. Avec un gel, ça ne va pas fortement fonctionner.
Mais si j'ai un système de jet grouting, je peux dire, OK, j'ai une arche qui va se former dans mon massif de ciment que j'ai mis dans le sol. Et donc, je vais pouvoir avoir un système d'arche qui va reprendre mes pressions. C'est économiquement très intéressant. Maintenant, il ne faut pas que votre fouille soit trop grande. Si votre fouille est beaucoup trop grande, vous n'allez pas avoir la possibilité d'avoir un arche qui se forme réellement, et donc vous allez avoir pour prendre des risques. Et donc, si on va avec un design audacieux comme celui-là, on va prendre pas mal de mesures de monitoring pour vérifier que ce que l'on a fait va fonctionner. L'autre point, c'est si vous avez une couche étanche et vous avez une petite fuite dedans. Vous avez un grand risque qu'avec l'eau qui va passer dans cette fuite, cette eau va entraîner du sol. Et donc, au fur et à mesure, ce débit va augmenter. Et donc, on va toujours faire quand même attention à la différence de pression d'eau qu'on a entre les deux, et donc de faire en sorte que l'on n'ait pas trop de sol qui passe à travers. C'est le même principe du renard, hein. C'est le principe même du renard. Et donc, si vous avez une fouille, ici la fouille est excavée jusqu'à la couche étanche, et donc si on voit de l'eau venir, c'est déjà très problématique. Et si vous voyez des petits tas de sol qui se mettent à gauche et à droite, là, il faut directement tout arrêter. Ça veut dire que votre système a commencé à s'éroder, votre débit va augmenter, 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 et puis tout va sauter. Tout va s'inonder en une seule fois. Dernier système de parois étanches horizontales, ce sont les bétons sous eau. Comment ça fonctionne? Eh bien, on va de nouveau mettre deux écrans étanches verticaux. On va soit mettre un système de béton ou des ancrages. On va excaver jusqu'au niveau que l'on désire sous eau. Et donc, si on prend une petite photo, eh bien, donc ici, on voit les deux murs, on voit les bétons et on vient excaver sous eau. Ça, c'est pour le chantier du Koentunnel à Amsterdam. Et donc, on vient excaver ici, à l'intérieur, entièrement sous eau. On a deux techniques. La première technique, c'est avant d'excaver, on va venir mettre des pieux à une certaine profondeur, avec leur tête de pieu qui s'arrête à une profondeur donnée. Le risque de cette solution-là, c'est que lorsqu'on est en train d'excaver, on abîme la tête de pieu très fortement. Et l'autre solution, c'est de venir, quand on a excavé, par au-dessus, avec une plateforme pour venir mettre des pieux dedans. Là, on va mettre des micro-pieux, ou des pieux de petit diamètre, des pieux kiwi, qui vont qui vont ancrer le béton sous eau. On voit la machine ici. Ici, on a même le train qui passe encore au-dessus. Donc, on a mis les deux parois, on a mis les bétons, on a excavé sous eau. Et alors, on a mis une plateforme sur un rail. Si vous avez un rail et un deuxième rail, vous avez la plateforme et vous avez la machine qui vient mettre les pieux. Une fois qu'on a mis les pieux, sous eau, on va mettre une couche de gravier. Cette couche de gravier, elle donne une assise, mais surtout, elle fait en sorte que le sol qui est en dessous arrête de se mélanger à l'eau. Et donc, ça va augmenter la visibilité dans l'eau. Donc, je veux dire, si vous avez excavé et que vous ne mettez pas de couche de gravier, vous avez votre sol qui est en bas, qui se mélange avec l'eau tout le temps, et donc vous avez de la boue dans votre eau, et donc votre visibilité pour vos plongeurs, elle est très très faible. Donc, on va mettre une couche de gravier, et au-dessus de couche de gravier, on va venir mettre le béton. Ce béton est habituellement non armé. On a d'autres projets où on va mettre un béton armé pour avoir des plus grandes portées, mais normalement, on va mettre un béton non armé. Tout ça est fait avec des plongeurs. Donc, vous voyez, ici, on a le plongeur qui va plonger. Vous avez ici la pompe à béton avec le tuyau à béton qui va jusque dans le four de l'eau pour mettre le béton. Ici, on a un autre système où on a la pompe à béton qui descend. Et alors, on a un système de hopper-dopper, ça s'appelle. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va mettre la pompe tout en bas de l'excavation.
on a quelque chose comme un fût autour du pied de la pompe. On va laisser tomber le béton dedans et on va faire en sorte en fait que le front avance tout seul. Donc ça veut dire qu'on ne va pas avancer la pompe, mais c'est le front du béton en pompant, en laissant tomber le béton. Le béton va pousser plus loin et on va avancer comme ceci. Je ne sais pas si c'est clair. Donc le principe, c'est que votre béton en fait n'est pas en contact avec l'eau. Donc vous mettez votre système tout en bas, vous le remplissez de béton, vous remontez un tout petit peu votre pompe et donc le béton coule par en dessous et en fait le béton pousse le béton du bord plus loin et ainsi de suite. Et donc votre béton n'est jamais en contact avec l'eau. Une fois que vous avez fait votre béton sous eau, vous avez une piscine qui est étanche. Et donc vous venez vider la piscine complètement et vous pouvez venir à l'intérieur construire votre ouvrage. Et donc ici on a une nouvelle tunnel, on a des pales planches, on a ici un béton sous eau et ici on avait travaillé avec des systèmes de pieux préfabriqués. On a les pieux préfabriqués qui sont avec des encoches et ces encoches permettent au béton sous eau non armé de créer des arches plus facilement. Et donc on a tout un système, en fait le béton armé non armé fonctionne uniquement par un système d'arches. Vous avez une arche qui se fait d'un élément, d'un pieu au pieu suivant. Donc vous avez votre piscine, vous êtes à sec et vous pouvez construire ce que vous voulez à l'intérieur. Et on va venir construire à l'intérieur toute la structure que l'on veut. Et ici avec un béton armé et votre béton en fait non armé qui est en dessous est, dans ce cas-ci, purement temporel. On a aujourd'hui, le tunnel à Rotterdam dont je m'occupe pour le moment, on a optimisé les choses et donc on a osé mettre dans ce béton non armé des armatures et faire en sorte que ce béton qui était au départ temporaire devienne définitif. Une fois que tout est fini, on vient remblayer, on enlève les butons ou les ancrages et la structure est finie. Si on regarde ça un petit peu en photo, on peut avoir donc des structures très très grandes. Donc ici, on voit la taille de l'excavation est très importante. Par contre, si on travaille avec un béton non armé, on va avoir des entre-distances entre les pieux qui sont faibles. On va avoir 2,50 m, maximum 3 mètres entre deux pieux pour avoir une arche qui puisse se faire pour un béton qui va avoir classiquement une épaisseur de 1 m à 1,20 m. À notre chantier, toujours aux Pays-Bas, on est ici à Leiden. Le chantier s'appelle Gavenmarkt. Et là, on a fait un système avec des parois moulées droites et alors en arrondi. Donc on a un effet d'arche sur les parois moulées qui fait que j'ai des butons uniquement dans la partie centrale et j'ai un béton sous eau en dessous que l'on voit ici avec tous les éléments de traction que l'on voit ici. En quoi est-ce que cet exemple était important? On va mettre la paroi verticale. Dû à l'arrondi, cette paroi verticale ici est autostable et donc va se butonner quelque part sur les deux murs de la partie centrale. Et donc, notre système-là est extrêmement rigide. On a coulé le béton sous eau. Et donc, ce béton sous eau, après qu'il ait été coulé, il a fait prise. En faisant prise, il va avoir un certain retrait. Et ce retrait a créé en fait une fissuration ici tout le long de la paroi. Dans un système classique, quand l'on va descendre le niveau d'eau, on va avoir une pression d'eau sur les parois extérieures qui va être très importante et qui vont pousser les parois extérieures sur le béton sous eau et qui vont créer une étanchéité par contact, par pression. Ici, le fait qu'on n'ait pas cette pression vu la forme de l'ouvrage, on a eu des problèmes d'étanchéité terribles à la jonction entre les deux. Comment est-ce qu'on les a résolus? D'abord, on a injecté, ça n'a pas marché comme on voulait, et donc finalement, là, on a dû mettre, on avait prévu une lance d'injection qu'on a changée en lance de congélation,
et on a congelé toute l'eau ici, sur toute la partie, tout le joint, pour pouvoir arrêter l'eau et pouvoir venir travailler pour pouvoir boucher le trou. C'était le dernier slide par rapport à cette partie-ci du cours. On reviendra après dessus pour l'exercice. Et on va passer au chapitre suivant. Donc, on avait un grand chapitre ici sur tout ce qui était les pressions d'eau, la gestion de l'eau, le rabattement et toutes ces choses-là. Le chapitre suivant est très important pour moi. C'est le chapitre qui correspond à tout ce qui est les ouvrages de soutènement. Dans les... Ah, pardon, je n'ai pas partagé le bon écran. Dans mon cours, il y a 3 chapitres qui sont vraiment capitaux. Enfin non, ils sont tous capitaux, mais il y en a 3 qui sont vraiment la base. C'est le chapitre sur les parois verticales, donc les murs de soutènement, le chapitre sur les pieux et le chapitre sur tout ce qui est amélioration de sol. Vous allez pratiquement toujours avoir une question à l'examen sur un de ces 3 chapitres-là. Donc c'est assez important. Chapitre ici sur les structures verticales, on va recommencer comme sur l'eau. On va d'abord avoir un premier rappel théorique, et puis après, on va voir toutes les techniques d'exécution qui sont en rapport avec cela. Mur de soutènement, à quoi ça sert? La première chose, c'est pour limiter mes excavations. Donc je mettrai mes soutènements tout autour de mon excavation pour diminuer le volume de terre que je dois excaver. L'autre application, c'est si j'ai quelque part un besoin de protéger un bâtiment, et que j'ai besoin de limiter mes déformations, je vais mettre un écran de soutènement pour limiter mes déformations et faire en sorte que ma structure adjacente ne soit pas trop impactée par mon excavation. Et la dernière raison, c'est ce qu'on vient de voir juste avant, le slide juste avant, c'est d'avoir un système, une paroi étanche verticale. Petit rappel théorique. Je vous l'ai déjà dit, je pense, sur les premiers cours, toute la géotechnique est dans le cercle de Mohr. Donc, pour le cercle de Mohr, c'est capital pour moi. Je rappelle rapidement ce que j'ai déjà dit, je pense, au deuxième cours, j'ai expliqué. Le cercle de Mohr, vous avez donc, par exemple ici, pour un essai triaxial, vous mettez une contrainte horizontale, en fonction sigma 3, qui est ici le point le plus bas. Pour cette contrainte horizontale donnée, vous avez une contrainte verticale maximum que vous pouvez atteindre, qui est le sigma 1. Si pour tous des sigma 3 différents, vous dessinez vos différents cercles, vous pouvez dessiner votre courbe intrinsèque qui définit en fait le domaine dans lequel votre sol n'est plus stable, et donc va aller à la rupture. Ça, c'est évidemment la courbe réelle, et alors on a modélisé ça par une droite, qui donne ici l'angle phi et la cohésion. Si on prend une droite qui rejoint le centre du cercle à la tangente avec la droite intrinsèque, eh bien, en fait, on a 2 fois θ ici, et donc on a l'inclinaison de la surface de rupture dans mon échantillon triaxial. Cercle de Mohr, capital. Hein. Pour moi, c'est la base de la géotechnique, c'est la base, vous devez tous être à l'aise avec cela. Si maintenant, on l'applique à notre cas, en fait, le sol en place, il n'y a pas à la rupture. Donc en fait, vous avez un cercle ici qui représente l'état initial de votre sol. Si vous allez en actif, ça veut dire que vous avez une poussée active, ça veut dire que quelque part, hein, donc on est de ce côté-ci, vous avez quelque part une décompression de votre sol. Ça veut dire que votre sigma horizontal diminue. Et donc,
ce point-ci, sur le sigma vertical, il ne bouge pas, puisque votre contrainte verticale, vous n'avez pas changé vos contraintes verticales. Par contre, votre contrainte horizontale diminue, et donc votre point sigma 3 se déplace vers la gauche jusqu'au moment où votre cercle va devenir tangent à votre droite intrinsèque, et donc vous êtes dans un état de rupture. À l'inverse, si vous avez le sol en passif, on va pousser dessus, donc on va augmenter vos contraintes horizontales, et donc votre point va passer de l'autre côté, et votre sol va se mettre en passif. De nouveau, jusqu'à ce que le point atteigne la courbe intrinsèque et que vous soyez à la rupture. Donc, votre résistance, votre contrainte horizontale, c'est votre coefficient K neutre, actif ou passif, fois votre contrainte verticale, ça c'est connu. Et quand on le calcule ici, on le calcule toujours le plus souvent à la rupture. Donc ça veut dire que l'on a le cercle de mort qui est le plus grand possible. Sachant que quand on part de l'état initial, on a un cercle de mort qui n'est pas tangent à mes droites intrinsèques. Donc c'est ce qu'on a schématisé ici. Hein. Donc on a le côté passif où je vais avoir ma contrainte horizontale qui va augmenter, et mon côté actif où j'ai ma contrainte horizontale qui va diminuer. Et donc je vais pouvoir dessiner mon passif et mon actif. Ka, Kp, je crois que vous connaissez plus ou moins la formule par cœur, hein, c'est 45 degrés moins phi demi ou 45 degrés plus phi demi, pi sur 4 moins phi demi, pi sur 4 plus phi demi. Et donc votre angle, ici, par rapport à l'horizontale, il représente l'angle de rupture que vous avez dans le cercle de mort, et donc il est directement lié à votre formulation. Donc en gros, tout votre calcul passif, actif, tout ce que l'on veut, toute la base à géotechnique est donnée ici dans votre cercle de mort. L'autre point très important, c'est que pour que vous ayez une décompression du sol ou une compression du sol, il faut que vous ayez un mouvement. Quand on est dans l'état neutre, eh bien, effectivement, on n'a pas de mouvement. Là, il n'y a pas de déplacement. C'est la base même, c'est l'état initial. Pour mettre votre sol en actif, ça veut dire pour arriver à la rupture du sol par décompression, je dois avoir un mouvement qui vaut à peu près 1/1000 de la hauteur de retenue. Pour le mettre en passif, pour mobiliser complètement mon passif, je dois me mettre à 1/10. Ce qui veut dire que pour avoir ma résistance, je dois avoir énormément de déplacement. Et donc, je dois tenir compte de ça dans tous mes dimensionnements. Ça veut dire que pour avoir, si je dis, OK, mon sol reprend l'effort passif complet, eh bien, il faut que ma structure puisse encaisser ce déplacement, qui est important. Hein, donc, c'est-à-dire, si on a 10 mètres de retenue, eh bien, et qu'on est complètement, comment dire, sans ancrage, ce qui n'est pas le cas, on n'aura jamais ça, excusez-moi. Si on prend plutôt 1 mètre de retenue, eh bien, je vais quand même avoir 1/10, donc ça veut dire que je vais avoir 10 cm de déplacement. Donc c'est très important. Pour avoir mobilisé complètement dans le passif, il faut avoir un déplacement très important. Par contre, il va se mettre en actif très rapidement. Dans ce cadre-là, on a ce petit schéma-ci, où en fait on peut voir les zones passives en trois zones. Qu'est-ce qu'on a comme courbe? On a gamma z, donc le sigma. On a K0 fois gamma z, donc la contrainte horizontale initiale. Et on a ici la contrainte horizontale passive. On a un sol en état avant excavation. On va excaver. Et donc, la contrainte initiale neutre, qui est dessinée ici, eh bien, quand on arrive au niveau du sol d'excavation, eh bien, on est à ce point-ci. Ça veut dire que ma courbe passive, en fait, est plus basse. Donc ça veut dire que même si ça semble paradoxal,
Mais ça veut dire que pour mobiliser mon passif ici, je vais avoir extrêmement peu de déplacement. Pourquoi? Parce que ma contrainte passive que je veux avoir, ou que je peux mobiliser, hein, qui est mon sigma vertical fois mon Kp, cette contrainte maximale horizontale est plus faible que ma contrainte initiale. Donc je vais avoir extrêmement peu de déplacement. À l'inverse, à partir d'une certaine profondeur, je vais avoir cette contrainte passive que je veux mobiliser, qui va être beaucoup plus élevée que ma contrainte initiale, et qui va être aussi beaucoup plus élevée, que ma contrainte verticale tout court. Et donc là, je vais dans une zone de grand déplacement. Et entre les deux, j'ai une zone avec des déplacements qui sont intermédiaires. Qu'est-ce qui est important de retenir? C'est qu'on croit toujours que les déplacements vont être très importants juste au niveau d'excavation. Mais en fait, ils le sont par déplacement de l'écran lui-même, mais pas par problème de déplacement pour mobilisation de ma résistance passive. Je ne sais pas si c'est clair pour moi, pour vous, je vais le reformuler. Vous allez avoir votre déplacement ici, qui va être dans votre calcul peut-être important. Et ceci n'est pas dû au fait que pour mobiliser le passif, il faut un déplacement important. Ceci est dû que vous allez avoir, vous allez être largement au-dessus du passif. Ça veut dire que votre sol va être dans un état plastique, mais un déplacement plastique très important. Et donc, vous allez avoir un déplacement qui n'est pas dû au fait que vous êtes dans un déplacement pour mobiliser votre résistance passive, mais qui est un déplacement qui est dû parce que votre écran se déplace tout court. Alors que quand vous êtes ici à profondeur, le déplacement que vous avez n'est pas dû au déplacement de votre écran, puisqu'on est dans le bas, donc il va se déplacer très peu, mais il est dû au déplacement que vous avez besoin pour mobiliser votre résistance passive. Je vous donne rapidement les formulations pour l'actif et le passif. Donc, on a la formulation de base, et puis alors on a le supplément qui vient pour la cohésion. Pour la pression neutre, hein, le K0 à moins sinus phi, attention, si on a des argiles qui sont surconsolidées, on va avoir une autre formulation. L'IP, c'est l'indice de plasticité. Le passif, même chose, hein, les formulations qui sont connues. Petit point assez rapide que j'aime bien poser à l'examen pour voir si vous avez bien compris. Le Kp, c'est toujours plus. Le Ka, c'est toujours moins. Si vous avez un Ka qui était plus, eh bien, vous n'aurez jamais vos écrans qui sont stables. Vous auriez besoin d'avoir plus de fiches en passif que ce que vous avez comme en actif. Donc, c'est clair que le plus, c'est pour le passif et le moins, c'est pour l'actif. Très important aussi, on va toujours calculer en contrainte effective. Jamais en contrainte totale. Si mon eau monte, eh bien, ma contrainte effective va diminuer, ce qui veut dire que ma résistance va diminuer. Si on revient maintenant au chapitre juste avant sur l'eau, quand je vais faire un calcul de dimensionnement, par exemple, d'une paroi, où je vais faire un rabattement à l'intérieur, le niveau d'eau que je vais prendre à l'intérieur sera toujours égal au niveau d'excavation. Pourquoi? Si mon niveau d'eau revient au-dessus du niveau d'excavation, eh bien, je vais diminuer quelque part ma pression d'eau, puisque je vais avoir une pression d'eau à l'intérieur qui va contrebalancer ma pression d'eau à l'extérieur. Si j'ai un niveau d'eau qui est en dessous de mon niveau d'excavation, la partie, entre guillemets, sèche au-dessus de mon niveau d'eau, elle va être en contrainte effective, donc elle va avoir une contrainte plus élevée, et donc elle va augmenter ma résistance passive de mon système. Par contre, si j'ai mon niveau d'eau qui est équivalent à mon niveau d'excavation, eh bien, je suis dans le cas le plus conservatif. Pourquoi c'est important? C'est très important parce que si vous avez un chantier, vous faites un rabattement à l'intérieur de votre fouille, tant que vos ouvriers n'ont pas les pieds dans l'eau, personne ne va s'inquiéter du rabattement, à moins que vous ayez un monitoring qui soit très conséquent et qui soit bien mis en place. Sinon, dans un petit chantier où ça ne sera pas mobilisé, vos ouvriers vont commencer à s'inquiéter une fois qu'ils ont les pieds dans l'eau.
Et donc, même si vous avez prescrit un rabattement 1,50 m ou 2 m en dessous du niveau d'excavation, eh bien, quand l'eau va monter, eh bien, on va commencer à s'inquiéter une fois qu'on a les pieds dans l'eau. Donc, une fois que votre sécurité sera totalement partie, puisque vous serez en contrainte effective inférieure à ce que vous aviez prévu dans vos calculs. Donc, toujours prendre le niveau d'eau équivalent au niveau d'excavation. Et deuxième chose, on va toujours dissocier les pressions d'eau des pressions de sol, et donc on va toujours avoir deux graphiques. Les sécurités en général, on avait dans le temps un système déterministe, donc on avait une sécurité globale. En long terme, on prend 2, en court terme, on va prendre 1,5. Donc c'est la sécurité sur le passif que l'on va prendre. Aujourd'hui, on travaille avec l'Eurocode 7. Sur le code 7, on va avoir un paramètre, premièrement, sur les paramètres de sol. Donc on va avoir un coefficient de sécurité sur le tangent phi et sur le C. On va avoir 1,2 sur le tangent phi, 1,4 sur la valeur de la cohésion. Et alors, on va jouer sur tout ce qui sont les incertitudes. Et quelles sont les grosses incertitudes? C'est principalement votre niveau d'excavation. Vous avez votre grutier qui excave, mais il ne va pas excaver au centimètre près, on le sait bien. Il va avoir peut-être 30, 40, 50 cm de tolérance par rapport à son niveau d'excavation. Donc, on va prendre ça en compte dans notre factorisation de calcul. Et puis, le niveau d'eau. Hein, ce que je viens d'expliquer, si votre niveau d'eau varie, vous allez avoir des efforts différents. Niveau d'eau, je n'ai peut-être pas assez insisté dans le chapitre précédent. En géotechnique, l'eau est votre pire ennemi. Elle va toujours vous poser des problèmes. Si vous avez, dans 9 cas sur 10, vous avez un problème, c'est dû à l'eau. Paramètres de sol. On va avoir, soit on avait beaucoup d'argent, et donc ils ont fait des essais en laboratoire qui sont conséquents, avec des essais triaxiaux, des essais de cisaillement et des choses comme ça. Donc on a vraiment une connaissance bien des sols que l'on a en place. Soit, ce qui est le plus souvent, on va avoir des essais in situ qui vont principalement être des CPT, ou peut-être des pressiomètres, ou peut-être des SPT, mais en Belgique, 9 fois sur 10, ça va être des CPT. Et donc, on va utiliser des corrélations pour calculer, pour avoir nos paramètres de sol. Et donc, ici, on a une petite corrélation qui est donnée, hein, avec notre NQ qui est donné ici, pardon, notre Q est donné par rapport à notre phi. Et donc, le NQ, c'est RP qui est une résistance à la pointe du QC, et mon PB0 qui est ma pression, ma contrainte verticale. Et donc, sur base de ce NQ donné, on va avoir des valeurs de frottement qui sont données. Donc ça, c'est une petite corrélation qu'on a ici pour un petit peu sortir des corrélations que j'avais données dans le chapitre sur les essais géotechniques avec les tableaux qui sont dans les différentes normes. Et donc, juste pour dire, 9 fois sur 10, on va avoir des paramètres de sol qui sont issus de corrélation et donc dont leur connaissance est plus ou moins juste. Et c'est pour ça qu'on a des coefficients de sécurité suivant l'Eurocode 7 sur les paramètres de sol. Type de soutènement, on va avoir celui où on va être complètement libre, hein, donc un mur libre. On va avoir un système avec un butonnage, on peut avoir un ancrage avec un mur d'ancrage à l'arrière, on peut avoir des ancrages forés avec un ou plusieurs niveaux. Donc on peut avoir différents types de soutènement. Quels sont, hein, donc, si je vais faire un dimensionnement, quel qu'il soit, la première question que je vais me poser, ce sont d'abord mes hypothèses, bien sûr, mes niveaux de sol, etc. Et puis la deuxième, c'est quels sont mes mécanismes de rupture que je vais avoir. Les mécanismes de rupture qu'on va avoir sur un mur soutènement, c'est clairement, premièrement, la perte de résistance passive. On peut avoir une rupture de l'écran lui-même. On peut avoir une rupture dans l'ancrage. Ou alors, on peut avoir d'autres choses. On peut avoir un claquage de fond de fouille, ça veut dire que j'ai une pression d'eau en dessous qui vient relever ma fouille et qui enlève complètement ma résistance passive. Je peux avoir un renard, ça veut dire que ma pression d'eau vient ici, entraîne mes grains et fait partir mes grains. Ou je peux même avoir
un glissement total, ça veut dire que tout mon système part en une seule fois. Le premier, le renard, c'est souvent, enfin, les étudiants voient ça un petit peu de façon compliquée. C'est très simple. Hein. Ça veut dire, mon renard, ça veut dire que j'ai un gradient d'eau, hein, on l'a vu dans le chapitre passé, et ça veut dire que mon gradient est tel que si je prends, entre guillemets, l'effort qui s'applique sur un grain qui est ici, eh bien, cet effort est nul. Ça veut dire que ce grain flotte. Et donc, au fur et à mesure, ce grain va flotter, il va ressortir avec l'eau, l'eau va s'engouffrer, on va éroder de plus en plus ce petit canot, et au bout du compte, le tout va partir. Donc c'est assez simple, c'est juste si on fait un calcul d'équilibre d'un petit grain de sable de ce côté-ci, eh bien il faut que ce petit grain de sable soit en équilibre. Le glissement global, alors c'est un système de stabilité de talus. On a un bishop ici, hein, donc on a simplement un glissement global. C'est quelque chose qu'il faut vérifier, mais c'est extrêmement rare que ça soit dimensionnant. Et puis, clairement, les efforts qui agissent sur ma pale planche, je vais avoir ma résistance passive, mon actif, mes pressions d'eau, et alors la résistance de mon support. Et donc, j'ai mon cône actif et mon cône passif. Et donc, on voit très bien que mon cône passif est beaucoup plus grand que mon cône actif. Si on va plus loin dans le dimensionnement, vous avez ça avec M. Ward, donc je vais assez vite là-dessus. Dimensionnement de type analytique avec Bloom. Donc j'ai ma pale planche qui est ici, j'ai mes efforts de poussée, mes efforts de butée, j'ai mon effort résultant, et alors une fois que je suis à 0, j'ai ce qu'on appelle la contre-butée. Et donc si j'ai une contre-butée suffisante, je vais être avec un système encastré, et donc je vais avoir une rotation qui est nulle en base. Et donc dans mon système Bloom, je vais d'abord faire deux dimensionnements, je vais faire un dimensionnement avec une rotule en base ou avec un système encastré. Donc si je mets ça rapidement dans un petit programme de calcul sur Excel, je vais avoir mon déplacement ici qui est nul en pied, puisque je suis encastré. J'ai mes efforts de sol, j'ai mes efforts tranchants, et alors j'ai mon moment en pied. Pour reprendre mon moment en pied, il est important, une fois que je vais le calculer, je vais calculer sur cette base-là la surlongueur que j'ai besoin pour le reprendre. Deuxième principe, quand je ne suis pas encastré en pied, alors j'ai un moment qui est nul, j'ai une rotule, et alors j'ai un déplacement en pied de mon système. Et donc on peut calculer comme ça assez facilement une pale planche libre. J'ai le même principe avec un support ou un ancrage, donc un buton ou un ancrage, avec ma contre-butée de nouveau, et si je mets ça dans mon calcul Bloom, avec un système qui est rotulé en pied, j'ai mes différentes forces, et je peux faire la même chose avec mon système qui est encastré, et j'ai de nouveau mes différentes forces, et je peux calculer du coup ma contre-butée dont j'ai besoin. C'est connu pour vous, hein, j'espère, enfin je passe dessus, mais je sais que M. Ward a vu ça, donc je passe assez rapidement là-dessus. Tout à fait différent de ce qu'on a vu. Quelle est l'influence de remonter ma fiche? Parce que quelque part, je vais avoir, je peux augmenter ma fiche. Je veux dire, économiquement, ça va me coûter plus cher puisque ma paroi va être plus longue, mais techniquement, enfin, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas l'augmenter. On va ici, on a un petit exemple ici qui montre l'influence. Le premier ici, c'est que j'ai une fiche qui est trop courte. J'ai un système qui est ancré, j'ai une fiche qui est trop courte. Mon ancrage va soutenir bien ma pale planche. Je vais avoir un système ici qui va se stabiliser avec la résistance maximum que je peux avoir. Donc mon sol va plastifier et va se déplacer. Donc j'ai un déplacement horizontal en pied et j'ai une faible rotation. Après, j'ai augmenté ma fiche et je suis avec une résistance passive suffisante, juste suffisante. Et donc je n'ai pas de contre-butée. Là, je vais avoir un déplacement en pied qui va être très faible, ici pratiquement donné nul. Par contre, je vais avoir un angle et une rotation qui va être plus important.
Et maintenant, si je vais, ça c'est le cas de base, en gros, hein, c'est là mon système est stable et bien calculé. Je vais avoir quand même normalement une sécurité, donc je vais être dans ce cas-ci, mais de façon purement théorique, mon KB est stable. Si je remonte ma fiche, je vais avoir toujours mon déplacement en pied qui est nul, mais je vais avoir ma rotation qui va diminuer. Pourquoi? Parce que je vais avoir un encastrement en pied qui va augmenter légèrement, et donc je vais avoir ma rotation ici qui va diminuer. Et dans le cas extrême, si je vais beaucoup plus profond, je vais avoir ma rotation qui est nulle et mon déplacement horizontal qui est nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je remonte ma fiche, vu que je vais avoir un encastrement plus fort en pied, je vais avoir une rotation en pied qui va être beaucoup plus faible, et donc, quelque part, je vais avoir mon ventre, donc ma déformation qui m'intéresse, le ventre de ma pale planche, qui va aussi diminuer. Donc cette déformation-ci va aussi diminuer si je remonte la longueur de ma fiche. Point simple, mais qui est parfois problématique. Vous avez votre pale planche. Vous allez mettre votre pale planche en ayant un sol ici horizontal. Vous allez commencer à excaver, et donc votre pale planche va se déformer. Votre pale planche, en se déformant, va créer un vide quelque part, et ce vide va être rempli par le sol du côté actif. Ce sol du côté actif va remplir ce vide, et donc il va tasser. Par contre, votre pale planche, elle est ancrée beaucoup plus bas, dans du très bon sol, et donc elle va quelque part agir comme un pieu, et va retenir ce mouvement vertical de votre sol. Donc je répète, vous avez votre pale planche, en excavant, votre pale planche va se déformer, en se déformant, elle va créer un creux, ce creux va être rempli par le sol que vous avez ici derrière, et donc va créer un tassement. Ce tassement est contrecarré par votre pale planche, parce que la pale planche, elle est fondée beaucoup plus bas, donc elle ne bouge pas. Et comme elle ne bouge pas, elle va retenir votre sol. Et donc, en retenant votre sol, c'est-à-dire que votre force active, qui était horizontale, eh bien, elle va prendre une composante verticale. Et donc, au lieu d'être horizontale, elle va s'incliner légèrement. En s'inclinant légèrement, sa partie horizontale va diminuer, puisque l'intensité de son vecteur ne va pas changer. Donc, j'ai la même intensité de force. Si je l'incline, je vais diminuer la partie horizontale. Cette partie horizontale, c'est elle qui donne le moment dans ma paroi. Et donc, ça va être intéressant de prendre ça en compte pour diminuer les efforts dans ma paroi. Et on prend ça en compte en parlant d'un angle delta que l'on prend en compte dans le dimensionnement de ma pale planche. Ce qui est important, c'est que effectivement, il va diminuer mon effort horizontal, donc ce n'est pas conservatif de le prendre en compte, mais c'est économique. Par contre, il faut que je vérifie que je puisse, qu'il puisse, comment dire, arriver. Je prends un exemple tout à fait différent. Au lieu d'excaver, je vais remblayer. C'est-à-dire que je mets ma pale planche ici, j'ai mon sol initial qui est au niveau d'excavation, et je remblaye par différentes couches. En remblayant, je vais chaque fois bien tasser mon remblai, évidemment. Donc au fur et à mesure que je remblaye, ma pale planche va se déformer d'elle-même. Et donc, une fois que je serai au-dessus, ma pale planche aura eu 85% de sa déformation. Et donc, elle va plus se déformer. Si elle ne se déforme plus, il n'y aura plus de tassement. S'il n'y a plus de tassement, il n'y a pas d'angle delta. S'il n'y a pas d'angle delta, il n'y a pas de réduction de mon effort actif. Donc, toujours bien vérifier qu'il est possible, qu'il va venir. Donc, dans 90% des cas, on a un angle delta
qui vaut habituellement 2 tiers de phi. Dans d'autres cas, il faut vérifier si c'est le cas ou pas, s'il peut venir ou pas. Maintenant, j'ai calculé un angle delta. Très bien. Donc, en actif, on a bien expliqué. En passif, c'est le contraire. En passif, je veux dire par là, j'ai ma pale planche qui est chargée axialement par mon effort actif et mon delta actif. Donc, j'ai une composante verticale. Et donc, ma pale planche ici par rapport à mon sol, ma pale planche a envie de descendre par rapport à mon sol. Donc, mon angle delta, il est dans l'autre sens. Lui, en passif, j'ai une valeur vers le haut. Et cette valeur vers le haut, en fait, elle diminue ma résistance passive, puisque de nouveau, l'intensité de la force est la même, mais dû à l'angle, j'ai une diminution de la composante horizontale. Troisième chose, si j'ai un actif qui est très fort et un passif qui est relativement faible, la résultante des deux, hein, donc si je prends la résultante de mon effort actif et de mon effort passif, pourrait être vers le haut. Ça, c'est le cas souvent si je n'ai pas d'ancrage. C'est l'ancrage, c'est rarement le cas. Mais si je n'ai pas d'ancrage, je peux avoir mon actif qui va vers le bas, qui est très important, mon passif qui va vers le haut, qui est faible. Et donc, fictivement, cette pale planche va vers le haut. Ce qui veut dire que mon angle delta que j'ai pris est beaucoup trop élevé. Ce qui veut dire qu'il n'arrivera pas. Ce qui veut dire que je ne suis pas conservatif. Donc, je dois vérifier mon équilibre vertical dans ce cas-là. Dans l'autre sens, si j'ai un ancrage ici qui est précontraint et fortement précontraint, cet ancrage va donner une composante verticale très importante dans ma pale planche, qui va pousser le tout vers le bas. Et donc, je vais avoir, au lieu d'avoir mon sol en actif qui descend par rapport à ma pale planche, je vais avoir un pale planche qui descend par rapport à mon sol. Donc, ça veut dire que mon delta, soit il est nul, soit il va carrément être négatif. Quel est l'important ici? L'important ici, c'est de bien comprendre ce qu'est cet angle delta. Cet angle delta, il est là parce que j'ai un déplacement différentiel entre ma pale planche et mon sol. Si je n'ai pas ce déplacement différentiel, je n'ai pas d'angle delta. Donc, il faut bien réfléchir, bien savoir de quoi on parle quand on va le mettre dans le dimensionnement que l'on va faire. Donc, bien regarder cet angle delta, à quoi est-ce qu'il sert, d'où est-ce qu'il vient, est-ce qu'il peut se présenter. Deuxièmement, le pro rencontre, c'est très bien, mais je dois vérifier tout mon équilibre vertical pour être sûr que mon système fonctionne et que je n'ai pas trop d'efforts vers le bas ou trop d'efforts vers le haut. Et donc, si c'est le cas, je devrais ajuster mes angles delta pour avoir quelque chose de cohérent. Pour un angle delta, j'ai besoin de déformations horizontales. Regardons un petit peu quelles sont les formations horizontales que je vais avoir. Je vais clairement avoir le ventre de ma pale planche. Ça, c'est assez simple. J'ai une pale planche, à un moment, j'ai un ventre. Autre chose, parfois, je vais avoir un buton ou des ancrages qui sont rigides en tête, ou qui vont avoir très peu de déplacement. Et donc, je vais avoir le pied de ma pale planche qui va devoir se déplacer pour mobiliser ma résistance passive. Et donc, ce déplacement de pied pourrait être plus important que mon déplacement en tête. Parce qu'en tête, j'ai fait en sorte que j'ai très très peu de déplacement. Et le dernier, j'ai des ancrages. Ces ancrages ont une certaine souplesse, et cette souplesse va donner un déplacement. Souplesse, 2 points de souplesse. Le premier point de souplesse, c'est sa souplesse axiale normale. Hein, donc on a une élongation élastique de l'acier qui est dans l'ancrage, assez simple. Deuxième souplesse, et là on revient sur mon schéma ici. Mon ancrage, il est mis en place dans un point donné de ma pale planche. Je vais le mettre en tension. Quand il est en tension, ce point-ci est fixé et ne bouge pas. En mettant en tension, je vais créer un effort vertical important. Cet effort vertical va faire descendre ma pale planche. Et on voit bien que si ma pale planche descend,
eh bien, pour aller de ce point-ci à un point qui est plus bas, la distance est plus courte. Et donc, j'ai un déplacement de l'ancrage dû à cela. Donc, c'est le déplacement vertical de ma pale planche qui entraîne un déplacement horizontal de mon ancrage. Comment est-ce que je peux diminuer mes déformations horizontales? La première chose, enfin, un des premiers systèmes, c'est d'augmenter la rigidité de mon mur. C'est clair qu'une pale planche va être beaucoup plus souple qu'un mur en bouée qui fait 1,50 m d'épaisseur. Je pense que tout le monde le voit bien. L'autre solution, qui est beaucoup plus économique, c'est de mettre un ancrage, et cet ancrage, je vais pouvoir le précontraindre. Et en mettant une certaine précontrainte, je vais diminuer fortement mes déplacements. Et le dernier, c'est ce qu'on a vu 3 slides précédents, c'est d'augmenter ma fiche. En augmentant ma fiche, je vais augmenter l'encastrement de ma pale planche dans le sol, et donc je vais diminuer mes déplacements. Pour les déplacements, une attention toute particulière pour les murs qui sont non ancrés. Pour ça, vous prenez toute votre résistance de votre résistance passive, et donc on l'a vu dans les premiers slides, pour modéliser ma résistance passive, je dois avoir un grand déplacement. En gros, ce qu'on dit dans la profession, c'est que si vous avez une pale planche ancrée, vous avez calculé un déplacement avec les softwares que l'on a aujourd'hui, eh bien le déplacement réel va plus ou moins être 50% du déplacement calculé. Sur une pale planche non ancrée, donc une pale planche libre, on va avoir un déplacement réel qui va être le même que celui qui est plus ou moins calculé, et parfois même plus. Donc, toujours être prudent par rapport à les pales planches non ancrées, et on ne va jamais mettre les pales planches non ancrées le long de bâtiments qui sont sensibles au tassement, ou dans des régions où on peut avoir un souci. Le déplacement, si j'ai un déplacement horizontal, je dois remplir le trou entre guillemets qui s'est créé, et donc je vais avoir un tassement de mon sol. En gros, on va dire que le tassement du sol de mon sol que je vais avoir, il est plus ou moins égal au déplacement horizontal que je vais calculer. Si on regarde ça plus finement, on a mon soutènement ici, on a mon ancrage. Si j'ai un système qui est non ancré, je vais avoir un déplacement de mon sol qui va être un triangle dans la partie supérieure. Pourquoi? Parce que je vais avoir un trou dans la partie supérieure de ma pale planche, et donc le déplacement vient directement d'une rupture type talus. Si j'ai une pale planche ancrée, je vais avoir le déplacement qui va venir de mon ventre, et donc je vais avoir un creux de déplacement comme celui-ci qui va se mettre en place. Le plus souvent, je vais excaver jusqu'au niveau de mon ancrage, puis mettre mon ancrage, puis excaver plus loin. Donc je vais avoir une première phase dans laquelle je vais avoir mon système qui est non ancré, et puis je vais mettre mon ancrage en place. Et donc le déplacement total que je vais avoir, c'est la somme ou la combinaison de ces deux déplacements. Et c'est ce qui est dessiné ici. Les autres causes de déplacement, ben, c'est clairement la mise en pleuve. Parfois, si je mets une pale planche que je vais vibrer, bien, la vibration va créer des tassements. Ou bien, je vais avoir un problème que quand je vais faire mon excavation, je peux créer des déplacements complémentaires. Un petit sketch pour donner ici un petit graphique qui donne en fonction de la distance de l'excavation sur le maximum de l'excavation par rapport ici, le tassement par rapport au maximum de l'excavation, qui donne différentes courbes. Ici, si on va avoir une faible excavation, on va dire, et puis ici, si on a une excavation beaucoup plus importante. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est la phrase ici en dessous. Je vais avoir un tassement qui va être plus ou moins équivalent au déplacement horizontal que j'ai. Je vais regarder ce que j'ai après.
On verra ceci la semaine prochaine. Vendredi plutôt. On va revenir à l'autre. Là, je vais faire travailler vous. Donc, comme j'ai expliqué au début, au premier cours, on a l'examen premièrement, hein, qui vous donne, qui vous donne le code, et puis alors, il y a l'exercice CPT, et puis alors, durant les différents cours, à la fin de chaque chapitre, je vais faire j'ai des petits exercices que j'ai prévus, qui reprennent un petit peu tout ce qu'on a vu sur le chapitre. L'idée, c'est que vous me les remettiez la semaine d'après, et si vous me remettez tous, eh bien, à la fin, je vous donne une cote par rapport à tous ces exercices qui est pris en compte dans la cote finale de l'examen. Vous êtes 40 normalement inscrits, donc je propose que vous fassiez ça par 4. Et par 4, ça veut dire que vous associez chaque fois à un autre groupe de 2 qui fait son CPT. Donc je vais avoir, vous avez chaque fois des groupes CPT, mais vous mettez chaque fois par 4, mais chaque fois du même groupe de CPT, comme ça j'ai quelque chose qui est plus ou moins structuré. Et donc le premier, c'est sur les rabattements. Et donc l'idée, c'est que vous avez ici, on a 3 exemples. Vous discutiez d'abord entre vous, vous posez des questions durant le cours aujourd'hui, et puis vous écrivez maximum 3 pages, une par type, où vous m'expliquez en gros le type de rabattement que vous allez prévoir, et qu'est-ce que vous allez prévoir, et comment est-ce que vous allez le calculer. Donc, 3 questions. La structure que vous avez choisie, enfin les différentes structures, quel type de rabattement vous allez prévoir, quel type d'installation, hein, donc canne filtrante, puits profond, drain français, etc. Une idée de l'implantation, vous mettez rapidement si vous mettez des cannes filtrantes ou si vous mettez des puits. Et alors, une idée, mais alors, grosse louche du rabattement que vous auriez, donc des débits que vous auriez. 3 projets, tout à fait différents. On a le premier projet qui est en Oman, où en fait on est sur le bord de la mer, et on va construire ici une digue de fermeture, et on va venir assécher tout le bassin ici à l'intérieur, pour construire toutes ces structures-ci qui sont des jetées d'amarrage pour les bateaux, à sec. Et donc, la géotechnique, qu'est-ce que l'on a? On a un sol de type rocheux en dessous, donc imperméable. On a ici un bunt en sable que l'on va faire nous-mêmes. Et on va venir pomper ici à l'intérieur. Deuxième exemple, on est à Rotterdam. On a le bois de Lacan de Rotterdam qui s'appelle le Lagerbruggebos. Et on va venir faire un tunnel qui passe ici à travers tout. Et donc ce tunnel, on va le faire en coated cover, ça veut dire qu'on va mettre des ouvrages de soutènement, qu'on va venir creuser à l'intérieur de cette enceinte et qu'on va venir construire le tunnel à l'intérieur. Quel est un peu le type de rabattement que vous allez prévoir ou quelles sont les mesures que vous allez prendre pour pouvoir faire ce rabattement et construire ce tunnel. Et le dernier, on est à Anvers, on a le ring d'Anvers qui est ici, on a Postlik qui est ici, donc on a la E19 qui vient de Bruxelles qui est juste en bas à droite. Et donc, on a une fouille avec des parois moulées et on va venir rabattre, on doit rabattre à l'intérieur pour construire le parking et construire le bâtiment. Donc, de nouveau, quel est le type de rabattement que vous allez prévoir, pourquoi, et puis un petit peu où est-ce que vous allez mettre vos puits et quelles sont les mesures que vous allez prendre. Ce que je propose, c'est que vous mettiez par groupe si vous voulez. J'ai fait groupe 1, groupe 2, groupe 3. Dans chacun des groupes, vous prenez une des structures. Et alors, dans 3 minutes, je vois qu'il est un petit peu tard déjà, vous posez des questions dessus. Je vais être très clair aussi, si vous ne remettez pas le travail, ce n'est pas grave. Hein.
D'accord? C'est juste des points bonus que vous auriez sur l'examen. Donc, si les travaux ne sont pas remis, il n'y a pas de problème par rapport à ça. On va se donner une date qui va être vendredi prochain, donc le 5 mars. Vous pouvez m'envoyer des mails ou des questions pendant la semaine si vous avez des choses qui ne sont pas correctes pour vous. Est-ce que vous avez des questions, des choses à rajouter? Monsieur, Oui. est-ce que ce serait possible pour vous qu'on vous le remette juste le cours d'après? Parce qu'en fait, ce week-end, on a cours tout le week-end et du coup, on n'a pas de week-end pour pouvoir travailler dessus. Vous avez cours le week-end. Oui, c'est un peu. Qui est le fou qui fait ça? Je ne veux pas donner de nom, monsieur. Monsieur Melotte. Melotte. Ok, non, il n'y a pas de souci. Alors, on peut mettre ça pour le 12 alors, pour le 12 mars. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Voilà, vous mettez dans les groupes si vous voulez et vous posez toutes les questions que vous voulez. Il y a pas... C'est vrai qu'à distance comme ça, c'est pas si simple. Je suis d'accord avec vous, mais n'ayez pas peur. Est-ce que vous avez bien compris les consignes d'abord, ce que je vous demande? Pour moi, les consignes sont claires, mais j'avais une autre question. Dites-moi. Il y aura combien d'exercices comme celui-ci et ça nous rapporterait jusqu'à combien de points à l'examen? Alors, le maximum, c'est 4 points. Il y a un point qui va d'office pour l'exercice CPT ou l'essai de sol. Et alors, il y en aura un ici sur l'eau dans le sol, il y en aura un sur les parois verticales, il y en aura un sur les pieux, il y en aura un sur l'amération de sol. Et il y en aura peut-être un, mais ça je ne suis pas sûr, sur tout ce qui est terrassement. Donc il y en aura maximum 5. D'accord. 5 avec le CPT. Non, 6 avec le CPT. Attendez, hein, le CPT. Oui. Oui, non, 5 avec le CPT. D'accord. Ce qui est très important pour moi, mais pour vous aussi, c'est que vous n'allez pas trop loin. D'accord? L'idée, si vous êtes à 4, hein, ici il y en a 3, donc vous allez vous séparer, vous allez vous séparer le boulot, mais il y en a maximum pour 1h30 à 2 heures par projet, quoi. D'accord? Donc l'idée, la charge de travail que je vous demande, c'est maximum 1h30 à 2 heures par type de travail. D'accord? Si ça vous prend beaucoup plus que ça, vous m'en parlez, quoi. Parce que ça veut dire que les consignes ne sont pas claires, ou que vous voulez aller trop loin, ou que... Voilà. Mais l'idée, vraiment, pour moi, hein, ce qui est le but derrière, c'est que vous alliez à travers, que vous voyez les différentes techniques qui sont possibles, et que vous passez à travers le cours pour avoir les différentes techniques, voir un petit peu comment vous vous projetez vous-même, comment est-ce que si vous devez le faire vous-même, vous le feriez, quoi. D'accord? Et donc, dans l'estimation du volume, c'est pour vous donner, vous, une première idée. Hein, comme j'ai expliqué, si on a plus de 300 mètres cubes heure à rabattre, eh bien, c'est énorme. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la bonne solution. D'accord? C'est clair pour vous? Moi, Les dessins que vous demandiez, est-ce que c'est compris dans la page ou c'est une page en plus du coup? Non, oui, vous faites. Parce que l'idée, c'est que vous faites un print screen de ceci. Je vais les mettre dessus sur Claco. Et vous mettez ici, par exemple, voilà, ce que vous avez prévu, quoi. Vous les signez à la main dessus, tac, et c'est fini, quoi. Donc, c'est compris dans la page et demie que je veux voir chez vous, quoi. Donc, en gros, vous avez le projet, quel type de rabattement vous avez prévu et pourquoi, et une idée d'implantation de ce rabattement que vous avez prévu. Et on s'arrête là. monsieur, Oui, est-ce que vous pourriez publier par écrit les consignes, comme ça on peut les retrouver facilement? d'accord, je vais les mettre sur Claco. Merci. Je vais faire ça. Ok, je vois qu'il est 14h17. Je vais vous laisser et on se voit vendredi matin à 8h30 alors.